Regardez, mesdames, messieurs, l'éblouissante façade de Notre-Dame de Paris. C'est du calcaire, une pierre qui s'est formée il y a 40 millions d'années sous Paris et qu'on extrait depuis 20 siècles. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais sous Paris, il y a à l'heure actuelle la bagatelle de 298 km de carrières et de galeries. Les cataphiles, la nuit, à leurs risques et périls, vont visiter d'ailleurs ce réseau qu'ils ne respectent pas toujours. On y retrouve des détritus, etc. Et puis toujours sous Paris, il y a alors, tout à fait étonnant, le plus gros ossuaire du monde, les catacombes. 6 millions de Parisiens reposent dans les catacombes. Alors voilà, c'est cette petite balade mystérieuse et bien étrange que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors pour cela, suivez-moi, j'enfile une doudoune et c'est parti. Nous sommes dans l'enceinte de l'hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement de Paris, et sous nous se trouve une carrière très importante. J'ai rendez-vous avec Philippe Thévenot. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes le président d'une association qui est passionnée par le sous-sol parisien. Alors, voilà, les anciennes carrières de pierre à bâtir. Tout à fait, oui. Et alors, il y a combien de kilomètres de réseau sous nous là? Il nous en reste encore avec la banlieue proche 270 km à peu près. 270 kilomètres. Voilà. Ouais. Et ça s'étale sur 770 hectares sur 7 arrondissements. Mais alors votre passion c'est quoi? C'est d'aller vous balader avec une lampe frontale? Au départ, il y a fort longtemps. Ouais. Et maintenant, c'est la mise en valeur d'un patrimoine quand même que nous avons découvert à force de balade dans le sous-sol. Philippe Thévenot, vous qui êtes un passionné de ce réseau souterrain, vous avez voulu nous donner aujourd'hui rendez-vous ici dans l'enceinte de l'hôpital Cochin. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était un des meilleurs bouts de réseau où tout était représenté. Autant l'exploitation de la pierre à bâtir, autant les consolidations traditionnelles de l'inspection. D'accord. Ben on y va? On y va. Eh ben c'est parti. Vous avez vraiment des passions bizarres. Hein. On y va là? On C'est descend? sûr, on y va. On va combien de mètres sous terre? 20 mètres. Oh là là! Venez voir ça! Ah non mais dispositif de communication défense passive 1943, c'est Voilà. d'origine ça, non? C'est d'époque, ah oui, c'est d'époque. Ça ne marche plus. Allô, oui, nous sommes en train de subir un bombardement. Nous ne déplorons aucune perte. Pour l'instant, les populations civiles sont à l'abri. Oui, nous vous rappelons dans quelques minutes. Au revoir, monsieur le préfet. Alors là, c'est un lieu tout à fait étonnant, magique, exceptionnel, puisqu'on rentre dans le monde des carriers et de ces gens qui creusaient, récupéraient la pierre, étayaient et qui ont fait des gruyères dans le sol parisien. Tout à fait. Nous sommes dans un site géologique de à peu près 46 millions d'années. 46 millions d'années? Voilà, 46 millions d'années. Il y avait quoi ici, là, il y a 46 millions d'années? De la mer, une mer calme et chaude. À Paris, il y a 46 millions d'années, c'était une mer calme et chaude. Voilà. Sous les pavés, la plage. Les strates de calcaire, hein, surtout, oui, oui. Ouais. Bien sûr. C'est émouvant quand même, parce qu'on ne se rend pas compte que tout notre patrimoine en surface vient d'ici. Bien sûr, mais d'après un rapport de Colbert, ici et le Val-de-Grâce, 30% servi à Notre-Dame, 95% l'église Saint-Séverin et 100% la tour du Temple. Là, on a une pierre là qui a été dégagée. Voilà, c'est des pierres qu'on a pu retrouver lorsqu'on a dégagé les remblais. C'est des pierres qui n'ont jamais été remontées, mais qui ont été taillées à l'époque. On remontait comment, là, tout ça? Alors, c'était poussé sur des roules que vous voyez en bois, Ouais. hein, jusqu'à des puits d'extraction à peu près de 5 mètres de diamètre. Et il y avait un système en haut de roues d'écureuil, en bois. Donc, un homme de 80 kg pouvait remonter une tonne de pierre. Et alors, racontez-moi, à quoi ça servait, là, ce petit puits de service? C'était pour l'air? C'était d'une part pour l'air et d'autre part pour faire descendre des ouvriers, pour consolider la carrière. Ah, d'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Philippe. Hein. Bravo pour cette passion peu connue, mais c'est vrai que ça fait partie de notre patrimoine et qu'il ne faut pas que ça se perde, ça. C'est évident, Ouais. bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir, Philippe. Au revoir. So-called Mr. Rock'n'Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low. He's got nowhere to go, he's on his own again. Regardez la surface, hein, Paris, quelques mètres en dessous, les égouts, encore plus bas, le métro, là on est à 5-6 mètres, hein. Et puis tout en bas, regardez, tout en bas, cette petite galerie, c'est les catacombes, environ 20 mètres sous la surface, sous Paris. Allez, venez. And they'll meet one day far away and say, I wish I was something more. And they'll meet Vous ne connaissez pas le soldat Descures. Eh bien, Descures était soldat pour Louis XV et un jour, il s'est retrouvé prisonnier aux Baléares. Et plus précisément,
à Port-Mahon. Quelques années plus tard, il est libéré, il se fait engager comme carrier, ici dans le sous-sol parisien. Et à ces moments de temps libre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avec sa petite bougie, il va sculpter ici, dans la pierre, eh bien, un souvenir d'incarcération, le port de Port-Mahon. Et juste à côté, il va d'ailleurs sculpter aussi la caserne. Très ambitieux, ce vétéran d'Écure va également se dire, je vais construire un escalier pour rejoindre le premier niveau d'extraction. Là, on est au second niveau. Donc, il va tailler la roche et, manque de chance, il va y avoir un terrible éboulement et le vétéran d'Écure va mourir ici, dans les carrières. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Ah ben là, j'arrive sous l'avenue Montsouris. Je suis à l'aplomb de l'avenue Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. Et j'ai rendez-vous avec Christian. Bonjour. Christian. Vous êtes chargé de l'animation culturelle des catacombes. Ouais. Voilà. Alors ici, au XVIIIe siècle, là, sous Louis XVI, dans les années 1780, ça pue. Paris, c'est une puanteur. Hein. Puis à Paris, ça pue, puisque les gens sont enterrés intramuros, ils sont enterrés dans des fosses communes, et particulièrement au cimetière des Innocents. Donc en fait, les fosses communes, il faut savoir qu'il y en avait un certain nombre qui étaient en fonction, et on les remplissait à tour de rôle, en fait. Et puis il va y avoir un incident, c'est qu'une de ces fosses communes va exploser dans la cave d'un riverain qui va aller se plaindre, et donc à ce moment-là, on va prendre la décision d'enlever et de vider cette fosse commune et de mettre les corps quelque part. Alors, la question va être la suivante, où les mettre, pourquoi? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, l'incinération n'était pas quelque chose qui était une chose... pas compatible avec l'Église. Voilà, exactement. Donc, en fait, on va décider de consacrer un lieu qui est à l'extérieur de Paris, puisqu'ici, n'oublions pas, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à la campagne. C'est la banlieue, là. C'est la banlieue. C'est la banlieue de Paris. Ouais. Donc on consacre le lieu et la nuit, eh bien à partir de 1786, on va amener les gens du cimetière des Innocents. D'accord. Alors on va les charrier donc la nuit. On va les charrier la nuit, on va les encadrer de prêtres, il va y avoir des messes qui vont être chantées tout le long du parcours. On va arriver à la hauteur d'un puits et puis on va ouvrir le tombereau, on va basculer le tombereau et on va passer dans le puits tous les os. Alors il y a des corps frais, j'imagine. Il y a des os, il y a des corps... Non, il y a que des os. Il y a que des os. Il n'y a pas les corps frais. On les laisse sur place. Et puis ensuite, une fois qu'on a tous ces os, on va les ranger. Et c'est ça qui est le plus incroyable, c'est qu'en fait ici, on a des os qui vont être rangés à partir du XVIIIe siècle jusque dans les années 1860, c'est-à-dire jusqu'aux grandes transformations du baron Haussmann dans Paris. Eh ben on va aller voir ça. On va aller voir. C'est par là. Allons-y. Il est encore temps de faire demi-tour. Allez, on y va. Allez, on y va. Oh, Mazette. Ah oui, impressionnant. Ah oui, c'est très impressionnant. Ici, 6 millions de Parisiens ont été rassemblés. 6 millions? Oui, à partir du XVIIIe siècle jusqu'au règne de Napoléon III. Alors on a rangé ces ossements, hein, vous voyez qu'on a des rangées de crânes, on a des rangées de tibias, tout a été rangé alors sur la façade. En revanche, tout ce qui est derrière, eh bien, on a jeté ça en vrac et le plus profond, c'est 30 mètres de profondeur d'os. 30 mètres là, en profondeur? Plus loin, oui, ouais. On a 30 mètres. On dit que tel ou tel personnage a été inhumé ici, mais je ne peux pas vous montrer l'endroit où est le corps de Robespierre, ou le corps de Lavoisier, ou de Madame Élisabeth, ou Madame de Pompadour. Marat ici, aussi, Marat. Marat, voilà. On sait qu'il y a Robespierre et Marat, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils sont, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps... Robespierre. Marat est ici, je crois. Marat. La tête à l'envers. La tête à l'envers. Hein, donc ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'en fait, avec le temps, eh bien, on a souvent déménagé un petit peu ces os. Et c'est l'explication. Alors, pour avoir le souvenir des cimetières, nous avons des plaques. Hein. Ouais. Donc, voilà, ici, sous le pavé de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, déposé en 1859, hein, dans l'ossuaire, transféré en 1859. Là, on est donc en octobre, ça sera terminé. Là, ici, c'est le cimetière de l'Ouest. Ça, à Paris, c'est situé à la hauteur du métro Pasteur. Là, vous avez le lycée Buffon. Il y avait un cimetière. Là, dans ce cimetière, il y a eu la mère de Victor Hugo qui a été enterrée. Alors, peut-être que le crâne et le corps de la mère de Victor Hugo est juste derrière cette plaque.
Alors il y a un décor, parce que tout simplement au XVIIIe siècle, on essaie d'avoir une connaissance de la mort. C'est aussi toute l'arrivée du mouvement romantique. Ouais. Hein. Et ici, en fait, on pourrait presque imaginer dans Don Juan l'ère du commandeur qui est là et qui sort de la tombe. Ben voilà, c'est ce décor qui correspond. Il y a donc des gens qui sont espèces d'artistes, des artisans Ouais. qui ont composent imaginé ça tout avec ça. un projet Voilà. esthétique, un projet artistique. Exactement. Alors il y a un truc qui est étonnant, c'est alors ici, ils nous ont fait un petit Voilà, effet là. Il y a une rotonde là. Voilà, il y a- Rotonde d'ossements humains. On a à peu près 10 000 personnes qui constituent cette rotonde. Et on voit qu'il y a, donc on va voir, on a une croix, hein, on a une croix j'avais qui est pas faite vu. avec des crânes, voilà. Ah hein. oui. Il y a toujours le côté très, très religieux. Puis regardez, il y a même ici les deux os qui sont croisés. Hein. Alors là, peut-être, est-ce que c'est le pirate hein. Donc on peut, là, il y a toujours l'imagination des gens qui peut fonctionner. Et on aperçoit toujours cette profondeur d'os qui va toujours très, très loin. Ah ben vous imaginez le job. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, je range des os là, j'organise des cadavres. Christian, ça va durer jusqu'à quand? Alors ça va durer jusqu'au règne de Napoléon III, le moment où on va passer de 12 à 20 arrondissements et on va décider de vider toutes les fosses communes qui sont autour des églises. Ouais. Voilà. Donc toutes les fosses communes vont être vidées à ce moment-là et on va continuer. Donc c'est pour ça qu'il y a des plaques qu'on voit 1859, 1860, donc des églises qui sont où on enlève les fosses communes qui sont tout autour. C'est vrai que l'époque moderne n'est plus habituée à se confronter à la mort. Hein. Non. du tout. Peut-être qu'au 19e, ça paraissait pas si violent que ça, parce qu'on était habitué. Voilà. Mais là... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le rapport à la mort dans nos sociétés, ben, la mort, on ne veut pas. On pense qu'on est éternel, hein, mais en fait, on ne l'est pas. Et c'est vrai que là, eh bien, on se rencontre. Voilà, qu'est-ce que l'on deviendra. Hein, voilà notre futur. Merci beaucoup, en tout cas, Christian. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain. Alors, au départ, dans cet ossuaire, on a transvasé les corps des Parisiens, des défunts, mais aussi les pierres tombales. Et puis, peu à peu, les pierres tombales ont été récupérées par les familles, sauf une, la pierre tombale d'une certaine Françoise Gélin. Personne ne l'a réclamée. Alors, c'est une femme du XVIIIe siècle qui a une particularité, c'est qu'elle a consacré une partie de sa vie à essayer de faire sortir de la prison de la Bastille un certain chevalier de la Tude. Voilà, c'est la dernière plaque de l'ossuaire. Et puis, je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'est impressionnant parce qu'on prend la mesure du travail qui a été accompli par les employés de l'inspection générale des carrières. Il y avait ici un poteau de soutènement. Ils l'ont dissimulé esthétiquement en construisant ce tonneau en ossement humain. Incroyable. Alors ça, c'est tout à fait original. Regardez, c'est vraiment à Paris, c'est un endroit très rare puisque c'est un hôtel. Il faut savoir que les catacombes ont été consacrées avant même qu'on place ici les premiers ossements. Donc c'est un hôtel et chaque année, jusque dans les années 1970, eh bien, à la Toussaint, il y avait ici la messe des morts avec un prêtre et avec des enfants de chœur. Et oui. Pour intervenir dans le sous-sol parisien, eh bien, il y a des policiers un peu spéciaux, je dirais une police sportive habituée aux interventions dans les milieux hors du commun, les toits de Paris ou le sous-sol. Eh bien, je vous propose d'aller tout de suite les rencontrer. À peu près 2 fois par semaine, on est présent dans les carrières, en journée, et puis on a aussi des soirées, des nuits, de façon très aléatoire. Les patrouilles en journée, c'est de la reconnaissance, c'est de la sécurisation. C'est-à-dire on en profite pour voir s'il n'y a personne qui est égaré, qui reste dans les carrières. Ça nous est déjà arrivé de retrouver quelqu'un un lundi matin qui, ma foi, avait fait une fête le week-end et avait été oublié. Et puis après, il y a un but aussi de répression, où si on rencontre du monde, ma foi, on les ressort pour faire cesser l'infraction. On a un boulot de conseil. Bon, bien entendu, je pense que c'est comme à la montagne. Hein, les CRS de montagne vont conseiller les gens qui s'aventurent dans des endroits où, quand ils sont mal équipés. Bon, nous, on va faire pareil. La différence, c'est qu'en montagne, tout le monde a le droit d'aller où il veut, alors qu'ici, c'est interdit par un arrêté préfectoral du 4 novembre 1955.
Et on a régulièrement des nouveaux tags. Alors tout le monde veut mettre sa petite empreinte. Tu vois un tract? Ce sont des petits papiers que les cataphiles se laissent pour donner des informations. C'est signé de quelqu'un qui est un habitué des carrières. Voilà, donc on le garde et puis on le mettra dans le cahier des tracts. Donc là on arrive à la salle qui s'appelle la salle de la librairie. Hein. Donc régulièrement il y a des gens qui remettent des bouquins. Hein. Alors bon, il faut savoir que dans les carrières, ça peut être dangereux. Tout se passe bien et puis à un moment, on se retrouve sans lampe. On peut trébucher, se tordre une cheville. On peut perdre son plan, on peut avoir un mauvais plan, on peut avoir des tas de soucis. On peut faire des mauvaises rencontres. Il faut quand même savoir, dans les carrières, de temps en temps, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui viennent dans les carrières pour ma foi, rencontrer d'autres personnes pour les affronter. Au bout de quelques années, ma foi, on maîtrise un petit peu l'histoire, on maîtrise un petit peu tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'y est passé. Donc, ma foi, on n'est pas amoureux, je ne suis pas un passionné, mais bon, on aime bien l'endroit où on travaille. Voilà, mesdames, messieurs, je suis en compagnie de Günther Lehr. Bonjour Günther. Bonjour. Günther est journaliste et il a beaucoup traîné ses basques ici. Il a beaucoup écrit d'ailleurs sur le souterrain parisien. Qu'est-ce que c'est qu'un cataphile, Günther? En premier lieu, c'est un jeune Parisien, normalement un jeune Parisien qui est fasciné par les entrailles de sa propre ville et qui découvre là un terrain qui est vraiment unique. On dit qu'il y a quand même des messes noires, qu'il y a des gens un peu mystiques, des gothiques, il y a des gens qui sont... C'est vrai qu'on trouve tout au fond des catacombes la nuit. On trouve tout, mais les messes noires, il ne faut pas trop y croire. Hein. Ouais. Il y a en effet des gens qui ont des intérêts tout à fait différents. Il y en a beaucoup qui font des graffitis, des saloperies aussi, qui peint les murs et les anciennes inscriptions, etc. Il y a d'autres qui nettoient, qui se considèrent plutôt comme des conservateurs de ce terrain, qui est un peu à eux. Comment rentrent-ils? Il y a des immeubles à Paris qui ont accès aux carrières. Il y a, par exemple, l'école des mines, qui a un escalier qui mène dans les carrières où les étudiants font leur bizutage, par exemple. Il s'est passé des choses extraordinaires ici, notamment ce fameux concert de 1897, il y a plus de 100 ans. Il y avait une centaine d'invités qui sont donc descendus ici pour assister à un concert qui est donné par un orchestre de à peu près 50 musiciens, des musiciens qui venaient de l'Opéra de Paris en partie, donc très sérieux. Et ils ont joué des morceaux comme la marche funèbre de Chopin, la danse macabre de Saint-Saëns, et des choses comme ça. Les communards, 1870-1871, vont se réfugier ici lorsque les Versaillais vont les pourchasser. Il y avait quelques centaines qui se sont cachés, qui ont essayé de se cacher dans le sous-sol, soit dans les égouts, soit dans les carrières et aussi même dans les catacombes. Mais même ici, ils étaient poursuivis par des soldats et massacrés sur place, à la lumière des torches et en face des crânes des plusieurs millions de morts parisiens. Günther, il y a ici, dans le réseau souterrain de Paris, une tombe, une seule, une vraie, avec un corps enseveli à l'intérieur. C'est celle d'un monsieur qui s'appelait Philibert Asper. Voilà, c'était le portier de l'abbé de Val-de-Grâce qui, un jour de l'année 1793, est descendu dans les carrières
On ne sait pas pourquoi, par curiosité peut-être, ou voulait-il s'approcher de l'abbé des Chartreux qui avait des bonnes bouteilles dans leur cave. Et c'est seulement 11 ans après, 11 ans. en 1804, quand quelques ouvriers l'ont trouvé, on pouvait l'identifier parce que il portait toujours à sa ceinture le trousseau des clés De l'abbaye. de l'abbé de Val-de-Grâce. Et il est depuis devenu un peu une icône ou le saint patron des cataphiles. Mais merci beaucoup, Gunther, pour tous ces éclaircissements. Hein. Merci Eric. Vous restez ou vous sortez? Après quelques temps, on a toujours envie de sortir d'ici. Ouais, Hein. bah, partons. Je rejoins Jean-Pierre Gély, qui est géologue. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, vous étiez en train de taper cette pierre, là, cette masse. On peut imaginer qu'il y avait un bloc ici qui a servi à, je sais pas, à Notre-Dame de Paris. Pourquoi pas? Oui, absolument. Hein. Cette pierre, c'est un calcaire. C'est du Lutétien, donc c'est une période de l'histoire de la Terre, entre 49 et 40 millions d'années avant notre ère. Et c'est une coupe de référence internationale pour les géologues du monde entier. Donc ici, vous êtes devant un monument géologique, je dirais. Bon, ce calcaire, comme vous le voyez, il a différentes qualités. Il sonne plus ou moins. Hein, par exemple, ici, vous avez un calcaire très dur hein, qui a été exploité pour la pierre de taille, alors qu'au-dessus, ce sont des calcaires mous qui n'ont pas été utilisés. Le carrier va laisser une masse de pierre pour soutenir le ciel de carrière. On appelle ça le ciel. Voilà, absolument. Et pour soutenir le ciel, il va bourrer la carrière au fur et à mesure qu'il avance. Et c'est ce que l'on peut voir ici maintenant. Hein. Vous avez devant nous les déblais, les déchets d'extraction de la carrière. Ça, c'est du calcaire mou. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est toutes les bancs mous qui n'ont pas été exploités et qui servent à bourrer la carrière. Ça peut aller profond, là? Ah oui, sur plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de mètres. Plusieurs centaines de mètres, comme Absolument, ça? Ouais. absolument. Et tout ça, on bourre comme ça, là? On bourre, comme ça le ciel est maintenu, et puis pour pouvoir circuler dans la carrière, eh bien, on va dresser des murs en pierre sèche, ce qu'on appelle les hagues. Alors les galeries, elles ont été faites en réalité par l'Inspection générale des carrières, pour reconnaître les vides de carrières qui avaient été oubliées depuis les siècles. Et donc, ils ont percé les masses de calcaire, ils ont traversé les remblais de carrières, et ils ont fait des galeries de visite pour surveiller ces carrières et pour justement prévenir éventuellement tout effondrement. Donc c'est un travail qui a débuté dans les années 1770 et qui se poursuit toujours actuellement. Elles sont reconnues régulièrement, visitées, ces centaines de kilomètres de galeries? Elles sont cartographiées, visitées régulièrement, et à chaque fois qu'il y a un projet d'urbanisme important dans Paris, l'inspection donne son avis sur la stabilité du sous-sol. Le sous-sol parisien est vraiment un gruyère, alors. C'est un gruyère, mais un gruyère sécurisé, je dirais. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gély. Bien. Au revoir. Alors là, c'est assez impressionnant. On est 30 mètres à peu près sous le sol parisien et on arrive au contact de la nappe phréatique. Regardez, elle est là, l'eau, hein, naturellement, vous voyez. Ici, nous sommes vraiment au deuxième niveau d'extraction. Hein. On est donc assez profond. Et les carriers qui venaient travailler ici à la bougie, eh bien, qu'ils le veuillent ou non, à un certain moment dans la journée, se trouvaient les pieds dans l'eau. C'était pas forcément un moment très agréable pour eux de travailler dans l'humidité comme ça. Voilà, c'est le bain de pied des carriers. On est au contact de la nappe phréatique qui se trouve sous Paris. Et voilà les amis, une petite centaine de marches, retour vers la lumière. Venez. Voilà, pas mécontent de revenir parmi les vivants. Il me reste à vous dire qu'il est formellement interdit d'aller se promener dans le sous-sol parisien, dans les carrières
Et dans les galeries, en revanche, vous pouvez à tout moment aller visiter les catacombes. C'est du mardi au dimanche et de 10h à 16h. Voilà, il me reste également à vous préciser que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france3.fr, le plus grand musée du monde. Salut!